Bonjour la communauté de coups critiques, on se retrouve pour un tout nouveau montée de niveau et je suis très content aujourd'hui de pouvoir avoir avec moi Monsieur Ouari Benkira de la chaîne Jeux de rôle Passion. Hey! Yes! Comment ça va? Salut Pierre-Philippe, écoute, ça va super bien. Je participe à monter de niveau, je me sens extrêmement flatté, donc ça va super bien. Ben oui, écoute, pour vrai, je suis vraiment content de t'avoir parce que pour les gens qui ne le savent pas à la maison, Ouari, dans le fond, habite de l'autre côté de l'océan. Donc, nous sommes présentement dans un bon 5 heures de différence. Chez nous, il est midi, chez lui, il est 5 heures, 17 heures, et je suis très content de pouvoir l'avoir, d'avoir été capable de trouver un petit trou dans un horaire pour être capable de se discuter ça. Parce que, je voulais te le dire, puis je l'ai mentionné comme en entrée de jeu, t'as ta chaîne, Jeux de rôle Passion, mais t'as aussi, dans le fond, on va dire ton groupe Facebook, surtout où est-ce que c'est très vivant et c'est très participatif. Puis ça, je te l'avais déjà dit par écrit, puis je voulais comme le redire verbalement aussi, c'est que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ton groupe parce que je trouve que c'est un des plus intéressants à suivre, autant de toi, ce que tu proposes, mais aussi de la participation de la communauté, mais aussi dans les plus respectueux. C'est vraiment des très beaux échanges, très, très rarement qu'il va y avoir des prises de bec, puis habituellement, ça dure peu longtemps, là, c'est très court. Fait que pour ça, je voulais te remercier puis te lever mon chapeau. Je trouve ça vraiment une très belle page pour le vrai que j'ai beaucoup de plaisir à suivre. Merci. Oui, c'est vrai que sitôt que j'ai commencé effectivement à animer le groupe Facebook Jeux de rôle Passion, pour moi, c'était vraiment une priorité de créer un espace plutôt bienveillant où on est plus là pour échanger vraiment sur notre pratique, sur le jeu de rôle, sur la passion et d'éviter toutes les dérives, que ce soit politique, que ce soit tu vois sur l'actualité, etc. Je voulais vraiment un espace protégé où les gens peuvent venir vraiment parler de jeu, quoi. Avant tout. Et moi, je remercie en ricochet tous les participants, et c'est vrai qu'il y a plus de presque 2300 abonnés à ce jour, au moment où on parle, pas loin. Mais c'est les gens qui font ça. Alors derrière, oui, il y a moi en admin avec Mehdi qui très gentiment m'aide effectivement à administrer le groupe. Enfin, les gens sont globalement très respectueux, ils ont compris l'objet du groupe, et comme tu le disais, il y a très peu de dérapage. Donc moi, je suis vraiment ravi. Je suis aux anges. Oui, définitivement. Puis en plus, comme je mentionnais, en plus de ce groupe-là, tu as justement ta page YouTube qui porte le même nom, Jeux de rôle Passion, sur lequel tu vas publier des différentes vidéos sur des astuces, que ce soit en lien avec l'appel de Cthulhu, que ce soit en lien avec Donjon Dragon, que ce soit en lien avec d'autres styles de jeux en général. Et c'est sûr que lorsque on va terminer en fait cette rencontre-là, je vais mettre le lien en dessous pour que les gens puissent aller voir ce que tu fais. C'est sympa. Ben écoute, ça me fait plaisir. Donc, je rappelle un peu la formule de montée de niveau pour les personnes qui écoutent cet épisode-ci pour la première fois. Dans le fond, c'est que ici, j'ai mon petit bag of holding, comme j'appelle adoramment. Et à l'intérieur, j'ai différentes questions que j'ai écrites. Il y en a qui sont spécifiques pour Ouari, alors qu'il y en a d'autres qui sont très générales, toujours en lien avec le jeu de rôle. Et comme je t'expliquais, ou comme j'explique à toutes les personnes qui viennent à monter de niveau, tu as le choix, si tu veux, de ne pas répondre à une question si jamais tu la trouves soit, on va dire, inintéressante ou tout simplement parce que tu n'as pas l'intérêt à y développer, tout simplement. Allez, ok. Ouais, ça me va, parfait. Je me suis entraîné, alors j'ai révisé. Attention, j'ai révisé, j'ai ressorti mon player, j'ai ressorti la boîte des masques de Nyarlathotep au cas où. Okay. J'ai relu toute ma bibliothèque rôliste. Hein. Ok, parfait. Fait que, hey, on commence ça. T'es prêt? Allez, je suis prêt. Parfait, c'est parti. Donc, première question. OK. Si tu avais une gamme francophone à faire découvrir à la communauté québécoise, ce serait laquelle?
Alors, une gamme francophone, je pense que alors là, c'est dur parce que j'en aurais deux, en fait. Vas-y, vas-y. Il y aurait Meute de Julien Moreau, qui est un super jeu de rôle où tu interprètes des lycanthropes. Mais attention, rien à voir avec des jeux de rôle comme Loup-garou. Là, on est plus sur un jeu de rôle qui, si tu veux, explore les relations entre les joueurs. Mais c'est pas juste une façon de dire. C'est-à-dire qu'il y a un vrai mécanisme de règles avec des dés qu'on met dans une sorte de pot commun et qui sont alimentés à chaque fois que les joueurs entre eux jouent des relations qui les lient. Parce qu'en fait, tu joues une meute, justement, tu joues une meute de gens qui vivent sur un territoire. Alors, ça peut être en France, ça peut être dans d'autres régions du monde. Et donc, ces gens, si tu veux, ils ont des liens entre eux et il se passe tout un tas de choses entre eux qui font que, ils vont, si tu veux, avoir la possibilité de se changer en loup. C'est fascinant, c'est un super jeu de rôle d'ailleurs qui a été récompensé l'année dernière par le Grog d'Or, il a eu également l'As d'Or, enfin j'en perds un petit peu mes mots, mais c'est un super jeu. Il y a un supplément qui va sortir auquel j'ai eu le très 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 grand plaisir et l'honneur de pouvoir participer, qui s'appelle Errance et qui décrit justement des lieux différents de celui du livre de base. Tu vois, le livre de base décrit le Gévaudan. Forcément, les lycanthropes, le Gévaudan, c'était classique. Et puis, dans le supplément qui va sortir, tu vas avoir 4 nouveaux endroits qui sont décrits. Et moi, j'en ai décrit l'un d'entre eux avec un grand scénario. Et le deuxième jeu, la deuxième gamme... Est-ce qu'on peut savoir ou c'est trop secret encore? Ah non, non, ce qui est décrit dans le supplément? Ouais. Non, non, on peut savoir. Moi, je décris le Luberon, qui est une région de France au niveau de la Provence, qui est très, très riche en histoire, en folklore. Tu as également les Pyrénées, qui sont décrits par Ben Felten, qui est l'auteur du jeu Donjons et compagnie. Tu as également Paris et tu as les Ardennes. Donc, voilà, enfin, c'est vraiment super. Et le deuxième auquel je pense là spontanément, c'est bien entendu l'Empire des cerisiers d'Olivier Sanfilippo. Ce sont les deux vraiment tout derniers coups de cœur qui sont des créations françaises et qui sont vraiment alors topissimes. L'Empire des cerisiers, c'est un Japon fantasmé, c'est un Japon médiéval avec du fantastique, un système de règles très très simple qui laisse vraiment la place, si tu veux, à l'histoire. C'est ça qui me plaît, moi. C'est plus que les mécaniques de règles, tu vois, moi, c'est l'histoire. C'est le potentiel narratif d'un jeu. C'est ça qui me fascine. OK. Cool. Ben, merci pour les suggestions. L'Empire des cerisiers, j'en avais entendu parler amplement justement via ta chaîne parce que tu en faisais souvent mention à sa sortie. La Meute, j'en avais entendu un peu parler ici et là, puis je suis content que tu l'aies mentionné plus parce que même si j'avais une idée un peu de qu'est-ce que c'était, je connaissais pas tous les aléas dans le fond du projet, mais très cool. Merci beaucoup. C'est sûr que je vais aller regarder ça. C'est sûr. Avec grand plaisir. Et puis je ferai une vidéo de présentation de Meute, forcément. J'aimerais ça, oui, j'aimerais ça. Parfait. Hey, prochaine question. OK. Une règle que tu trouves inutile dans la 5e édition. Alors, une règle que je trouve inutile dans la 5e édition. Ouais. Alors, j'hésite parce qu'il n'y en aurait pas qu'une. En fait, ce sont toutes les petites règles alternatives. Par exemple, je pense à la règle sur le fait, c'est de retenir son souffle. Un personnage qui est sur le point de se noyer. Alors, de mémoire, je crois que c'est 1 minute par bonus que tu as en constitution. Donc, si tu as +3, tu retiens ton souffle 3 minutes. Enfin bon, voilà. Ça, je trouve elle est complètement à côté de la plaque, cette règle. Bon, voilà, spontanément, je pense à ça. Après... complètement inutile. Je trouve également que la règle sur les sortilèges en action bonus, alors c'est un truc de fou. Je trouve qu'elle est hyper compliquée. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs pour l'expliquer parce que quand j'allais sur les forums, je voyais effectivement plein de discussions sur ce sujet précis. Tu sais, quand tu as des sortilèges qui se lancent en action bonus et que dans le même round, tu lances un sort, que ça te prend une action. Donc en fait, il y a un mécanisme de règle qui est très complexe, qui est pas évident à appréhender de prime abord, mais qui dit que si tu utilises un sort en action bonus, eh bien, tu ne peux plus lancer avec ton action qu'un cantrip qui prend une action. Voilà.
faut l'avoir en tête parce que le problème, si tu veux, c'est que l'action bonus, il n'y a pas de moment précis pour l'utiliser. Tu peux lancer ton sort en action bonus au début, au milieu ou à la fin de ton round. Donc ça s'est produit à ma dernière partie là, dimanche, où j'ai un joueur qui a lancé, il a utilisé d'abord son action pour lancer un sort, et après il a voulu utiliser son action bonus pour lancer un autre sort. Mais comme dans son action principale, il avait utilisé un sort qui n'était pas un cantrip, donc, tu ne pouvais plus utiliser ton action bonus pour lancer le sort en action bonus. Alors, tu vois, voilà, ça, c'est une règle. Ouais. Alors, tu vois, alors je comprends que, si tu veux, d'un point de vue équilibrage, Wizard of the Coast, etc., ils se prennent le chou pour que le jeu reste équilibré. Mais alors, en pratique, je suis convaincu que des professionnels doivent pouvoir simplifier ça, quoi. C'est pas possible. Oui, je comprends. C'est vrai que c'est le genre de choses qu'on ne réfléchit pas nécessairement. Ça peut être facilement oubliable pour carrément. Oui. Ou alors, le seul moyen de ne pas l'oublier, ça aurait été de donner, si tu veux, c'est de fixer le moment où tu joues ton action bonus dans le round. Si on te dit que tout round commence, par exemple, par déclaration des actions bonus, bah, à ce moment-là, tu peux pas le zapper, si tu veux. Mais le problème, c'est que là, ton action bonus, tu peux t'en servir quand tu veux. Donc, c'est assez casse-pied, quoi. Okay. Et puis, toujours pareil, il y a la règle de l'initiative. Je suis jamais satisfait de l'initiative. Pourquoi? Je crois que j'ai dû utiliser au moins 10, 15 variantes de règles d'initiative. Pourquoi? Parce que ce qui me plaît pas, si tu veux, c'est que sitôt que tu demandes l'initiative, en réalité, c'est un nouveau jeu que tu commences à jouer. C'est un wargame. Alors, tu vois, tu es en train de décrire, il y a une scène très intense, peut-être un affrontement qui commence. Tu vois, en tant que maître de jeu, tu as mis la bonne ambiance, tu as lancé la bonne musique, tu as fait monter la tension. C'est le moment de sortir les armes et d'en découdre. Et là, tout à coup, tu dis, bon, bah, initiative. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun prend son dé, lance son dé. Alors, tu as ceux qui hésitent. Ah oui, alors moi, je suis à +2, machin. Enfin, bref, tout le boulot que tu as fait avant, si tu veux, paf, il retombe d'un coup parce qu'en réalité, on vient de switcher de jeu. On vient de passer de jeu de rôle à wargame. Ouais, je comprends. Et oui, et alors ça me rend dingue, si tu veux. Donc, je suis tout le temps en quête de la bonne initiative. Pour moi, la bonne initiative, c'est l'initiative vraiment transparente, quoi. Celle qui vient pas casser le rythme que tu as créé et qui, tu vois, qui s'inscrit comme ça naturellement dans l'action, quoi. Donc, voilà, il y a aussi l'initiative qui me casse les pieds. C'est pas dans mes questions, mais est-ce que tu as déjà joué à Dungeon World? Non, j'ai jamais joué à Dungeon World, j'en ai entendu parler, j'ai jamais eu l'occasion de mettre la main dessus. OK. Parce que les combats, c'est seulement un enchaînement de ce qui se passait déjà narrativement. Il n'y a pas vraiment d'initiative, ça y va vraiment très narrativement. Tu pourrais peut-être apprécier ça. Je ne faisais que le mentionner. Je vais m'y intéresser, alors je te remercie. Oui. Je te remercie parce que c'est vrai qu'on est passé, tu vois, pour l'initiative de système vraiment très simple depuis où on se contentait de lancer un dé à 6 faces par opposant, à des choses extrêmement complexes comme aujourd'hui où chacun lance un dé 20, rajoute son bonus de dextérité. On se demande d'ailleurs ce que la dextérité vient faire dans l'initiative. Oui, alors qui c'est qui a le don, etc., qui a un bonus, enfin bon, voilà. Okay. Mais oui, je pense que tu me fais réfléchir parce que c'est le genre de choses que je ne m'étais pas attardé, mais effectivement, que quand on y pense, il y aurait des manières de rendre ça plus fluide. C'est vrai qu'on embarque dans un système justement qui rappelle beaucoup plus un wargame à partir du moment où le combat va commencer. Effectivement. Hey, très, très bonne réflexion. Merci beaucoup. Ça me fait réfléchir moi-même. Prochaine question. OK. Un jeu que tu voudrais vraiment jouer, mais que tu n'as pas eu encore l'occasion d'essayer. Alors, un jeu que je voudrais vraiment... Ah oui, alors, j'ai pas encore eu l'occasion de tester Everway. Alors, Everway, c'est un très, très vieux jeu de rôle. Ah ben tiens, qui avait été produit d'ailleurs par Wizard of the Coast aussi à l'époque. Je sais pas, on est dans les années 80. Everway, c'est une très belle boîte. C'est un très beau jeu de rôle qui était d'ailleurs un peu avant-gardiste parce que c'est un jeu de rôle extrêmement narratif qui se base sur des cartes qui sont très jolies, tu sais, façon cartes de tarot qui permettent d'interpréter les actions. C'est vraiment un jeu, alors que j'ai réussi à mettre la main dessus en chopant une boîte à pas trop cher, mais qui nécessite vraiment de s'y plonger, d'y passer beaucoup du temps parce que c'est vraiment une philosophie, un état d'esprit assez particulier, assez narratif, très éthéré, tu vois. Everway. Et pour l'instant, il est là, il est sur mes étagères, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer.
OK. J'avais jamais entendu parler de ça. Jamais, 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 jamais. Everway, je vais aller jeter un Ouais. coup d'œil aussi. Hein? Tu verras, c'est très, très intéressant. Ça donne OK. envie. OK. Parfait. Euh, Prochaine question. Si tu pouvais, dans le fond, avoir un. Puis là, cette fois-ci, là, ma question est particulière parce que justement, moi, lorsque j'ai des invités, j'espionne un peu leur Facebook, j'espionne un peu leur YouTube pour trouver des réponses à des questions. Ouais. Si jamais tu. En fait, ma question est plutôt, dans le fond, quel système tu utiliserais pour adapter un jeu de rôle de la bande dessinée Torgal? Ah, ah, ah. Alors là, ouais, effectivement, tu as lu mon Facebook parce que Je le vois effectivement, derrière toi aussi, je le vois derrière toi. Tu vois. Oui, bah oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Non, Torgal, c'est vraiment, comment dire, pour moi, ça a été le tremplin vers le Ben, fantastique, moi quoi. aussi, c'est exactement ça, c'est pour Oui, ça. C'est pour ça, c'est la même oui, chose. Torgal, c'est absolument Ben oui. extraordinaire. Voilà, ça paraissait dans le journal de Tintin. Tu avais des planches qui étaient diffusées dans le journal de Tintin à l'origine. Moi, c'est les premières aventures de bande dessinée qui m'ont fasciné. Alors, un système qui permettrait de jouer à Torgal, je pense à GURPS. Spontanément, je pense à GURPS, donc le générique Universal Role Playing System Ouais. de Steve Jackson Games, parce que justement, il a ce côté modulaire, il a ce côté universel qui fait que tu peux le bidouiller, l'adapter à n'importe quelle ambiance. Et ce que j'aime beaucoup dans le système GURPS, c'est que c'est un système qui est relativement old school et qui est simple. Si tu veux, moi, entre guillemets, je déplore un peu les jeux de la mouvance actuelle parce que je trouve qu'ils font appel à beaucoup d'accessoires. OK. Avant, tu avais besoin des dés, et puis un crayon, et puis hop, roule ma poule. Aujourd'hui, la plupart des jeux, alors tu as des tokens, tu as des jetons, tu as des dés spéciaux, il y a tout un tas de choses qui sont venues se greffer, et je trouve du coup qui rendent la pratique du jeu en question un peu plus compliquée, quoi. Alors, GURPS, ce que j'aime, c'est que justement, c'est dans cet état d'esprit. Tu as besoin juste de 2 dés à 6 faces. C'est extrêmement simple. Tu as 4 caractéristiques. Et après, tout le reste, eh bien, tu l'adaptes à l'univers que tu veux jouer. Donc, OK. c'est pour ça que, spontanément, si demain j'avais envie de faire jouer des aventures à la Torgal, ben, je prendrais ça. OK. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait et pourquoi il n'y a pas eu de jeu de rôle Torgal à ce C'est jour, vrai, hein? de mon point de vue, Ouais. ben, c'est parce que si tu veux, la série Torgal et le monde de Torgal sont intimement liés au personnage, Ouais. en fait. On peut pas prendre la place de Torgal, c'est pas Effectivement. possible. Non, effectivement. Tu peux pas remplacer cet homme-là. Non, Ah effectivement. non, tu peux pas, c'est pas possible. Ouais. Le monde de Torgal, en fin de compte, c'est le nôtre. Voilà, le seul qui sort de notre univers, c'est dans l'album L'Enfant des Étoiles, dont il y a la couverture là effectivement juste derrière, où effectivement où Aricia, l'album Aricia, parce que ce sont des histoires très courtes et comme ils sont enfants, eh bien ils accèdent au pays des songes, ils accèdent au pays des fées, ils accèdent au pays des dieux d'Asgard, et donc là il y a un côté très féerique. Mais sinon ça se passe dans notre bonne vieille terre à nous. Donc, bon, qu'est-ce qu'il y aurait d'identité de Torgal dans des aventures qu'on jouerait en jeu de rôle? Je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose, en fait. C'est pour OK. ça qu'il n'y a pas eu d'adaptation, de mon point de vue. OK, intéressant. Puis je saute sur un de ce que tu as mentionné juste il y a quelques minutes concernant l'accumulation d'accessoires et d'objets pour pouvoir jouer au jeu de rôle. Est-ce que tu trouves que ce genre de pratique-là, qui, je suis d'accord, effectivement, c'est de plus en plus commun. On voit de plus en plus de jeux qui vont utiliser des outils particuliers pour que ça puisse être roulé. Est-ce que tu trouves que ça fait en sorte que ça coupe une certaine... En première partie, est-ce que tu trouves que ça coupe une certaine accessibilité au jeu de rôle pour des personnes qui voudraient l'essayer? Puis en seconde partie, est-ce que tu trouves que ça coupe une certaine accessibilité pour les personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers pour se lancer dans le jeu de rôle? Alors, les deux questions sont liées, effectivement. Alors, je dirais que oui et non. Oui et non, parce que, bon, malgré tout, la plupart des accessoires qui sont utilisés, tu peux les remplacer par des choses assez cheap, quoi, que tu peux trouver. Ça peut être des jetons de poker, ça peut être des... Voilà. Donc, je ne connais pas, si tu veux, de jeux de rôle où vraiment il y a des accessoires indispensables et qui soient onéreux. La plupart, tu peux les remplacer. Mais par contre, si tu veux, ce qui me gêne le plus, c'est, par exemple, tu prends les figurines. Prenons les figurines. C'est vrai que les figurines, c'est un support, si tu veux, à un scénario, à des parties de jeu de rôle qui est intéressant. Mais en soi, il y a un contre-effet, je trouve, c'est que du coup, il y a un côté qui bride l'imaginaire.
Ok. Moi, j'ai coutume de dire, quand je prépare un scénario, quand je fais jouer mes joueurs, j'ai un budget d'effets spéciaux qui est illimité. C'est la Paramount chez moi, tu vois. C'est Metro Goldwyn Mayer, quoi. Ouais. Parce que je peux faire exploser des mondes, je peux faire apparaître des créatures absolument extraordinaires, je peux mobiliser des armées de plusieurs milliers de figurants. Si je devais faire ça avec des figurines, je ne pourrais pas. Et donc, les MJ, si tu veux, qui ont pris l'habitude de jouer essentiellement avec des figurines, de mon point de vue, ils sont un peu limités par ce qu'ils ont de disponible. Ils vont d'abord commencer par regarder ce qu'il y a dans l'armoire, et ensuite, ils vont concevoir leur scénario, alors que moi, je ne suis pas limité par ça. Alors, pour faire plaisir à mes joueurs, et parce qu'on est dans un club, effectivement, on a pas mal de figurines et de décors, donc il m'arrive de mettre, par exemple, la dernière scène, tu vois, où il y a le combat contre le grand méchant, ou un combat intéressant, paf, à ce moment-là, oui, je sors les figurines, j'ai préparé la scène, etc. Ouais. Mais je me garde bien, si tu veux, de m'imposer les figurines. Les figurines, c'est ce qui a de plus coûteux, hein, parce que figurines, décors, tu vois, il y a tout un tas de choses qui viennent s'agréger à ça. Et en fin de compte, tu peux plus jouer n'importe où. Alors que moi, j'ai fait jouer mes filles, par exemple, en colo, sous des arbres, avec d'autres enfants. Donc, tu peux plus jouer n'importe où. Tu es tout le temps obligé de te trimballer avec tout un tas d'accessoires. Voilà, je trouve que c'est assez dommageable. Ouais. Oui, je comprends. Est-ce que tu avais entendu parler de ça avait été fait en campagne participative il y a quelques temps quand même, ça doit dater de 2-3 ans, le jeu Invisible Sun de Monty Cook. Dans le fond, lui qui avait fait les jeux. Numenera, entre Ouais, autres. exactement, ouais. Ouais. Alors, pareil, j'en ai entendu parler, mais je ne m'y suis pas plus attardé. Okay. J'étais justement curieux parce que justement la version de base du jeu revenait à comme 197 $ US, c'est juste pour comme pouvoir profiter de ce que le jeu offre en soi. Puis ça m'avait fait justement lancer des réflexions par rapport à. C'est devenu un business. Hein. Oui. Ça, il faut bien se rendre compte qu'effectivement, maintenant, il y a toute une industrie. On croyait le jeu de rôle moribond jusqu'à il y a quoi, une dizaine d'années. Et puis, en fin de compte, aujourd'hui, c'est effectivement c'est une industrie importante qui génère quand même beaucoup d'argent. On l'a vu avec les dernières affaires en date d'attaques en justice entre Wizard of the Coast et d'autres, même d'autres histoires un peu moins glorieuses comme Chaosium, par exemple. Sans détour. Il y a pas mal d'argent qui est brassé là-dedans. Donc, oui, pourquoi ? Parce que les quadras que nous sommes ont maintenant un pouvoir d'achat qu'ils n'avaient pas quand ils étaient ados, et qu'aujourd'hui, tu as toute une nouvelle génération de joueurs qui arrive et qui est en demande, quoi. Ouais. Donc oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sous, et ça peut venir un petit peu... comment dire, jeter un peu le trouble sur le côté un peu innocent, un peu naïf du jeu. Ouais. C'est ça, exactement. Je suis d'accord. Mais tu vois, on va peut-être y revenir parce que j'ai une question. Je ne sais pas si je vais la prendre parce que j'en ai vraiment beaucoup, puis ça se peut bien que je passe pas au travers. Là. C'est aussi ça le concept. Il y a des questions qui vont disparaître dans l'obscurité, mais il y en a une ou deux que je pense qu'on va revenir sur ce sujet-là intéressant. Donc, prochaine question. Qu'est-ce que tu connais de la communauté rôliste francophone québécoise? Alors, je vais être honnête. Ben, c'est correct. C'est correct. T'as le droit. Tu peux rien. Ah ouais. Alors, rien, mais je constate quand même, justement par le biais du groupe Jeux de rôle passion ou par des forums, je constate que c'est une communauté qui est quand même très active. Parce que je vois pas mal de chaînes se monter, de chaînes YouTube. Je vois beaucoup de passionnés comme toi, Pierre-Philippe, que je connaissais pas il y a 6 mois de ça, quoi. Hein. Ouais. Et même ne serait-ce qu'un Xavier Devenoge que je ne connaissais pas non plus, et qui est à l'origine de pas mal d'initiatives pour faire connaître le jeu de rôle. Enfin, franchement, alors j'espère pas dire une bêtise. Il me semble que Xavier Devenoge est canadien. J'ose espérer qu'il n'est pas suisse suisse ou belge, mais de mémoire il est canadien. Et
Je le Et sais même pas. franchement, Je vais vérifier, mais je le sais même pas. voilà. Et franchement, je vois que c'est une communauté qui est très active. Je ne sais pas si c'est une communauté nombreuse, mais c'est une communauté qui bouge, quoi, hein. J'ai le Mhm. sentiment que il y a beaucoup de choses qui se passent par là-bas. Je vois régulièrement donc des festivals, des salons. Enfin, ça a l'air super, quoi. Oui, oui. Ben, définitivement, on est trip. Comment je pourrais dire, on veut pas, on est un bassin francophone dans une mer anglophone. Là, on est vraiment pas si grand que ça. Mais justement, grâce à, c'est sûr que la pandémie, je pense, a poussé un peu ça avec certains achats bien matériels qui permettent la communication comme on le fait actuellement. Mais je crois qu'avec le temps et les technologies, ben, elle devient de plus en plus active parce qu'on est capable d'aller rejoindre d'autres communautés ailleurs dans le monde, comme Ouais, la communauté européenne, c'est vrai. justement. Mais écoute, regarde, peut-être qu'un jour, je vais avoir l'occasion de te présenter des jeux québécois, qui sait. Ah, pétard, ce serait avec Ouais, grand plaisir. on en a quelques-uns. Donc, hey, prochaine question. Hip, 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 hip. Puis ouais. Vois-tu, justement, là, on embarque pour sauter sur ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est quoi ton opinion sur la fin de la gamme de Héros et Dragons? Alors, mon opinion sur la fin de la gamme, comment dire? Moi, je dirais que Héros et Dragons, c'est quelque chose d'extrêmement intelligent. Mhm. D'extrêmement intelligent. Parce que je trouve que vraiment l'équipe de Black Book Édition a eu le nez fin. Ils ne se sont pas contentés juste d'une traduction du SRD de Wizard of the Coast. Ils ont également proposé des choses complètement originales, euh, un monde, des scénarios, mais en même temps sans en faire trop. Tu vois, ils sont pas tombés dans le piège de la surproduction de suppléments. Donc, je trouve que c'est super parce que c'est une gamme qui est complète, qui est très créative, très qualitative aussi parce que les bouquins sont vraiment alors une très très grande qualité, soignée. Donc, en même temps, je dis pas dommage que ce soit fini parce que je pense que la mission est accomplie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je Oui, crois oui, pas, oui. je crois pas qu'ils avaient pour vocation de créer une gamme qui allait durer 107 ans, quoi. Je pense qu'ils avaient vraiment pour vocation de créer une gamme qui soit accessible au public francophone, à pas trop cher, parce que c'est quand même les premiers, à ce que j'en sais, hein, à sortir des bouquins, les manuels à 20-25 euros en format poche. Mhm. Ça, c'est très astucieux. Je crois qu'avant eux, il y avait eu Pathfinder qui avait fait ça et ça leur a donné l'idée, me semble-t-il. En tout cas, c'est très intelligent parce que du coup, on parlait de moyens financiers. Là, ça met à la portée de tout un chacun le jeu. Et même, tu prends des MJ comme moi, par exemple, qui me déplacent assez régulièrement. Ah bah, tu vois, j'ai le manuel de règles, mais j'ai aussi sa version en poche parce que c'est plus facile à transporter. Donc, Héros et Dragons, je dis bravo. Sincèrement, j'étais très sceptique au départ. Pourquoi? Ben, parce que, si tu veux, j'avais tendance à dire, bon, bah, à la copie, il faut toujours préférer l'original. Ouais. Et Ouais. tu vois Ok. ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et donc, moi, je savais que j'allais me jeter sur Donjons et Dragons, donc je voyais pas l'intérêt de Héros et Dragons. Mais en réalité, quand j'ai vu ce qu'ils ont produit et ce qu'ils ont fait par la suite, j'ai trouvé ça très intelligent et très bien fait. Donc, euh, Héros et Dragons est mort, vive Héros et Dragons. OK, parfait. Vois-tu, je n'ai jamais essayé. Je serais curieux parce on m'en a parlé. Puis même si je crois que justement la gamme est très populaire en Europe, au Québec, on en entend un peu parler, sauf que puisqu'on est souvent très baigné aussi dans l'anglais, puis on a une bonne facilité en anglais. Souvent, tu sais, les livres de Donjons Dragons en anglais se sont vendus quand même comme des petits pains. Là, ça a été très C'est clair. populaire à ce niveau-là. Mais tout de même, j'ai entendu des gens qui m'en ont écrit. Des fois, je me fais écrire sur la page de Coup Critique. Hey, est-ce que vous aviez essayé Héros et Dragons, des choses comme ça? Fait que je serais quand même curieux de voir justement où est-ce que ça pourrait se jouer dans la balance, là, de voir qu'est-ce que ça pourrait apporter comme type de jeu. Bon. Prochaine question. Puis, trouves-tu que ça se passe bien? Ah bah ouais! Ah oui? T'aimes-tu Ah, je ça? suis bien, moi, Oui. là! Ouais. Parfait. OK. Euh, Explique-moi comment s'imbriquent les règles de la cinquième édition et les règles de Into the Unknown. Ah ah! Super intéressant. Moi, je Parce l'ai que, écouté ton vidéo, je trouve ça super intéressant aussi, c'est pour ah ça. oui, parce que justement, Into the Unknown, c'est mon ultime coup de cœur là, en matière de jeu de rôle. Euh, alors, comment ça s'imbrique? En fait, ils ont réussi, si tu veux, à prendre le meilleur des deux systèmes.
C'est ça qui est chouette. Ils ont pris le dé d'avantage, ils ont pris le bonus de compétences de Donjons et Dragons 5e édition, et ils ont enlevé, si tu veux, tout ce qui était complexe, tout ce qui était mécanique trop compliqué. Et ils ont récupéré tout ce qui était de D&D, de Donjons et Dragons des origines, pour recréer un système très simple d'accès et qui permet en fait de jouer à Donjon, mais alors d'une façon très fluide et très simple. Donc on va retrouver en fait tout ce qui faisait ce qu'on appelle l'OSR, le Old School Revival ou Renaissance, Ouais. comme par exemple les classes. Par exemple dans ce jeu, dans Into the Unknown, tu joues Elf, ou tu joues Nain, ou tu joues Halfling. Les races sont également des classes, tu vois, comme c'était le cas à l'origine de Donjons et Dragons. Les listes de sorts sont extrêmement ramassées. Dans les règles, tu as de quoi jouer jusqu'au niveau 10. Et donc, ils ont fait Tiens, par exemple, le druide, c'est plus une classe à part entière. Le druide, ça redevient, entre guillemets, une sous-classe du clerc, du prêtre. OK. Tu vois? Donc tu joues lanceur de sorts et ensuite en dessous bah, tu vas choisir, tu seras plus ensorceleur ou tu seras plus sorcier, etc. Donc ce qui est très bien, alors tu n'as plus les compétences non plus. Mais ça me fait beaucoup penser, là, tu le mentionnes, puis tu parles les races qui sont des classes, puis de Ouais. compétences, niveau 10, puis ça me fait énormément penser pour l'instant à Dungeon Crawl classique, là, Eh que t'en oui, parles. C'est exactement ça. bien sûr, parce Ouais. que c'est Into the Unknown, ça se veut OSR exactement Ouais. comme Dungeon Crawl classique que j'attends là, avec impatience pour le Mhm. découvrir aussi. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur du jeu où on va mettre de côté tout l'aspect tactique qui existe dans D&D 5. Donc excite les dons, excite les caractéristiques. Tu vois, là, quand un joueur rentre dans une pièce, je lui demande vraiment de me décrire. Tu vois, par exemple, dans ma dernière partie, là, le scénario que je leur ai fait jouer dans le temple des sept sévices, Mhm. ils sont arrivés dans un tunnel qui était un couloir qui était piégé. Eh bien, il a fallu qu'ils me décrivent comment ils s'y prenaient pour déclencher le piège, ensuite pour le neutraliser, ensuite pour essayer de le passer en s'assurant qu'il n'allait pas se redéclencher. Enfin, on n'est pas passé par des jets, tu vois, on n'a pas fait. J'aurais pas dit, bon, bah, ok, faites-moi un test de perception. Ah oui, donc tu détectes qu'il y a un piège. D'accord. Ensuite, bah, tu veux le neutraliser. Ah bah d'accord, bah, fais-moi un test. Ah oui, tu as les outils de voleur, donc tu as ton bonus de maîtrise. Ouais, ouais, Non, ouais, on ouais. n'a pas fait tout ça. Rien que le piège, si tu veux, ça a été super parce que rien que pour gérer le piège, on a joué pendant un bon quart d'heure et ils s'y sont pris à trois. Tu vois, pour y arriver. Ouais. Il y en a un qui est monté au plafond pour essayer, si tu veux, de casser les rouages du piège, pendant que deux autres, les plus forts, avec des cordes, ils tenaient les lances qui étaient descendues pour empêcher que ça se recharge. Enfin, tu vois, voilà. Ça, c'est vraiment, typiquement, c'est old school. Donc, pas de compétences. Les joueurs décrivent véritablement les actions de leur personnage. Et du coup, tu te retrouves avec un jeu qui est beaucoup plus simple et qui n'est pas tactique. Voilà, c'est ça que je trouve super. Alors, le corollaire, c'est que c'est un jeu qui est létal aussi. Il faut aimer ça. Il faut savoir que là, dans le scénario que je leur ai fait jouer en 2 sessions, il y a eu 6 morts. Hein, quand même, OK. Et oui, 2 fois 3 morts. Ah oui. Et oui, et Oh oui. non. Mais regarde, mais l'intérêt, c'est que à chaque fois qu'ils sont morts, les personnes, j'étais niveau 1, mais à chaque fois qu'ils sont morts, vraiment, il y avait une bonne raison, quoi. Il y avait, voilà, il y a eu ou de l'inattention ou une erreur de jugement ou pas de Ouais. chance parce que bon bah le destin vu que je fais tous les jets devant mes joueurs, ah bah écoute tu vois, et du coup c'est super intéressant parce que dans ma campagne quand un joueur meurt, quand son personnage meurt, bah il cède la place à un autre joueur la session d'après. Donc OK. résultat, eh oui, donc du coup bah les gens ils s'accrochent à leur place parce qu'ils ont envie de continuer, tu Ben oui, je vois. comprends. Ben oui. Ah, shit, c'est Eh bon, ben ça. oui, eh ben oui. OK. Du coup, ils ont envie de continuer. Ils sont du coup doublement attentifs. Ils font doublement attention parce qu'ils savent que au-delà du fait d'avoir perdu ton perso, ah mince, c'est ta place pour la session suivante qui se joue Mhm. aussi, tu vois. Ouais. Donc c'est voilà, c'est vraiment OK. c'est super, on se régale quoi. OK. Est-ce qu'il faut avoir juste pour savoir, parce que je connaissais pas ça avant que tu en parles, avant que tu en fasses Ouais. mention dans ta chaîne, est-ce qu'il faut avoir les livres de la 5e pour jouer aussi à Into the Unknown? Pas du tout, pas OK. du tout. Ils vendent les livrets. Alors moi, je les ai achetés sur Drive-Thru RPG. Ouais. Je les ai récupérés en PDF, je les ai imprimés, mais tu peux aussi les commander en version physique. Ils te les livrent. Et c'est un jeu qui se veut vraiment complet. En fait, tu as 5 livres
Tu as en gros le manuel des joueurs avec les classes dedans. Tu as à proprement parler les règles du jeu, Playing the Game, qui fait 36 pages de mémoire. Tu as les monstres, donc un bestiaire. Tu as un recueil avec tous les sortilèges et la magie du jeu. Et tu as Running the Game, qui est en gros le guide du maître, où dedans on va t'expliquer comment concevoir une histoire, un scénario, etc. Et puis il y a aussi tout l'aspect crawling. Parce que tu peux, en fait, ils réintroduisent une notion qui existait dans AD&D, c'est les segments. OK. Le segment, c'est une unité de temps d'à peu près 10 minutes. Et lorsque les personnages sont en train d'explorer des couloirs et des tunnels, eh ben, on passe de la notion de round à la notion de segment. Et pendant cette période, pendant ce segment, eh ben, ils vont pouvoir choisir des actions. Par exemple, partir en éclaireur, se restaurer. Tu vois, il y a tout un tas d'actions que tu mènes pendant le segment et il y a des choses que le maître de jeu fait aussi pendant le segment. Rencontres aléatoires, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il se passe quelque chose ailleurs dans le donjon pendant que les joueurs sont ici? Eh oui, c'est tout à fait possible que les choses évoluent ailleurs. Donc, il y a tout ça. Into the Unknown change aussi drastiquement les règles sur le repos. Maintenant, le repos court, c'est une poignée de minutes en fait. C'est le temps d'un segment. C'est 10 minutes un repos court. Mais contrairement à D&D 5, tu ne peux lancer qu'un dé de vie, de récupération de points de vie. Un seul. Donc, alors quand tu es niveau 1, ça fait pas de différence, mais imagine tu as un perso niveau 5, tu es là avec tes 5 dés de vie, ouais, mais tu peux en lancer qu'un seul, tu vois. Et le repos long, lui, fait à peu près 2 heures, grand maximum 2 heures, tout au plus. Donc c'est vraiment... tu vois, c'est une optique différente. C'est pour ça que c'est aussi létal, parce que les joueurs vont devoir gérer leurs ressources. Est-ce qu'on a assez de torches pour s'éclairer? Est-ce qu'on a pris assez de nourriture? Alors moi, je combine ça avec le système d'encombrement, parce que du coup, ça devient important, l'encombrement. Tu vois, un système d'encombrement qu'ils décrivent et qui est basé sur les pierres. Tu vois, pour pas rentrer dans la question de poids et pour prendre en compte aussi le volume de ce que les joueurs prennent, eh bien, ils ont pris la stone en unité de mesure. Et du coup, tu gères l'encombrement là aussi de façon très très facile parce que les joueurs, ils vont devoir, si tu veux, trouver le bon compromis entre le matériel qu'on prend avec nous pour descendre dans l'inconnu et en même temps, on aimerait bien remonter avec des richesses. Ouais, je comprends. Tu vois, donc tu es tout le temps en train de gérer. Finalement, est-ce que j'ai vraiment bien besoin de me trimballer avec 10 torches dans le sac? Enfin, c'est une optique totalement différente, mais qui est vraiment, alors du coup, passionnante, vraiment passionnante, parce que les scénarios sont tu vois, tu peux rejouer tous les scénarios des origines, en fait. Les séries de scénarios classiques où il y avait beaucoup d'exploration, tu peux les jouer et c'est une saveur très particulière. OK. Puis je sais que normalement, je devrais continuer à tirer des questions de mon petit sac, mais j'ai encore une question concernant ce jeu-là parce que je trouvais ça super intéressant en même temps. Est-ce que tu considères que ça peut être facile, par exemple, de transposer, admettons que tu as le bestiaire de la 5e édition, puis tu veux transposer un monstre qui, comme il est écrit dans la 5e édition, justement dans Into the Unknown, est-ce qu'il y a comme une charte de modification si, admettons, tu veux adapter? OK. Oui, tout à fait. Okay. Vraiment, ils ont fait en sorte, et ils le disent clairement dans Into the Unknown, c'est 5e édition compatible à 100%. Il y a des petits rajouts qui, justement, remontent à l'old school, par exemple le moral. Maintenant, les monstres, en fait, ils leur donnent une échelle de morale. C'est un score qui va de 2 à 12. Et ça aussi, c'est très old school. C'est-à-dire qu'un monstre va pas forcément, ou un PNJ, va pas forcément se battre jusqu'à son dernier point de vie. Donc, il y a des jalons. Par exemple, quand ton monstre a perdu 50% de ses points de vie, paf, tu testes son moral. Donc, tu lances 2d12. Si tu fais moins que son score de morale, il continue à se battre. Si tu fais plus, paf, il s'enfuit, ou il se rend, ou tu vois. Donc ça donne des issues différentes au combat. Tu as aussi la notion de trésor transporté et la notion de nombre rencontré. Tout ça, c'était des éléments qu'il y avait dans les premières éditions de Donjons et Dragons, qui ont disparu de la 4e, de la 5e édition, mais qui du coup reviennent et sont intéressantes pour le maître de jeu. Parce que du coup, tu fais des tirages sur des tables que sinon on utilise peu en 5e édition. Oui, effectivement.
Cool. Hey, merci beaucoup pour cette présentation de Into the Unknown. Ça donne vraiment le goût. Moi, je pense que je vais aller au moins commencer par les PDF. Je vais jeter un coup d'œil puis voir si c'est le genre de choses qui me parlent beaucoup. Là. Je suis tombé vraiment beaucoup dans le OSR. Oui, la seule chose qui peut embêter, si tu veux, des rôlistes qui ont découvert 5e édition, etc., ce genre de jeu de rôle avant, c'est que du coup, ils peuvent avoir l'impression que le jeu est vide, paradoxalement. Parce qu'il n'y a pas de compétences. Parce qu'il n'y a pas de dons. Mais en réalité, quand tu prends 2 secondes de recul, tu te rends compte qu'en fait, justement, au contraire, il est d'une richesse incroyable. Parce que c'est à toi de remplir tout ça. C'est à toi, en tant que joueur, de faire jouer ta créativité. Tu vois, tu vas pas te reposer juste sur un score. Ah oui, moi, mon personnage, il a plus temps, je fais un jet. Non, tu es vraiment partie prenante. Tu vois, l'OSR, c'est vraiment un style de jeu qui met à l'épreuve le joueur. Pas le personnage. Tu vois. Et ça, c'est un changement d'optique avec lequel certains joueurs peuvent avoir du mal. Mais par contre, c'est passionnant, quoi. C'est vraiment passionnant. Quand tu te prêtes à ce jeu-là, c'est vraiment chouette. Oui. Mais regarde, on prêche pour la même paroisse. C'est sûr. Bon, donc je vois le temps passer, il va nous rester le temps pour... Ouais, ça passe vite, je sais bien. Ça passe vite. Il va nous rester le temps pour, dans le fond, peut-être une dernière question, plus ma question bonus. J'ai toujours une question bonus que je pose à la fin de mes rencontres. Donc, dernière question. Je t'entends souvent parler justement on va dire de fantasy, on va dire de fantastique et tout ça, mais où est-ce qu'on en est par rapport à la science-fiction, jeu de rôle de science-fiction? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle un peu ou pas du tout? Alors oui, mais c'est vrai beaucoup moins que la fantasy. Alors en matière de SF, moi je reste un grand fan de Star Wars en space opéra, de Star Wars version West End Games, l'édition des années 80 là aussi, et qui s'appuie sur des dés à 6 faces que j'aime beaucoup parce que très facile à prendre en main, etc. Mais c'est vrai que je pratique quand même beaucoup moins le jeu de rôle de science-fiction que de fantasy. J'aime bien Cyberpunk. Aussi, d'ailleurs, j'attends la nouvelle édition avec très très grande impatience. J'ai mis la main sur le kit d'initiation qui est très alléchant quant à l'édition finale. Mais je suis moins science-fiction, effectivement. Ça se retrouve, enfin, c'est aussi le cas, par exemple, dans mes lectures. Hein. C'est vrai que je lis très peu de science-fiction. Je suis plus ou dans la fantasy pure ou je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est vraiment une question de chacun ses préférences. Ouais. Ben oui, absolument. Ouais. Est-ce que tu serais, par exemple, intéressé, parce que moi, j'ai vu récemment la sortie de... Tu sais, on n'est pas dans c'est pas a priori vraiment de la science-fiction, space opéra, tout ça. On est vraiment plus dans presque de l'Uchronie, un peu steampunk. Mais par exemple, j'ai vu sortir récemment la gamme est rendue accessible de Nautilus, par exemple, qui est sortie. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Est-ce que c'est le genre de choses qui pourraient t'intéresser ou vraiment pas... Thématiquement parlant, c'est pas... Pas plus que ça, franchement, pas plus que ça. Ouais, moi, je suis vraiment tombé dans le chaudron de l'Heroic Fantasy quand j'étais petit. Et c'est vrai que c'est ça qui me fait rêver, quoi. Tu vois, moi, c'est ça qui me fait véritablement m'évader le temps d'une partie. J'ai un petit peu plus de mal avec la SF, effectivement. Alors, par contre, quand j'ai un MJ qui me propose une partie, je suis très bon public et j'ai toujours envie de découvrir des choses. Ça, oui. Mais en revanche, j'ai du mal à rendre vivant et intéressant quelque chose qui ne me fascine pas et qui ne me passionne pas à la base. Donc, c'est pour ça que je maîtrise pratiquement pas de SF. Ben écoute, regarde, tant que je suis persuadé que tu maîtrises très bien ta fantasy, donc j'ai aucune... chacun ses plates-bandes, comme on dit. Ouais. Oui, exactement. Bon, hey, question bonus. Ma question bonus de fin, c'est toujours une question de mise en contexte où est-ce que je te mets en situation dans une partie hypothétique de Donjons Dragons, par exemple, 5e édition, et tu me dis qu'est-ce que tu voudrais te partir comme personnage. C'est exactement ça, parfait. Donc, mise en contexte, c'est une partie, on va dire, technologiquement assez avancée, presque Renaissance à un certain point, et c'est la découverte d'un nouveau monde, comme un peu, on va dire, exploration au cœur de la Terre, presque. La découverte d'un nouveau continent souterrain ou un tout nouveau biome, une toute nouvelle richesse
autant du côté de la faune et de la flore, avec des expéditions qui sont lancées par différents regroupements qui tentent donc un peu d'aller découvrir les richesses de l'endroit, mais aussi qu'est-ce que ça peut proposer comme aventure et comme expérience. Et qu'est-ce que tu te pars? 5e édition. Qu'est-ce que tu as le goût de te partir? Alors, c'est-à-dire, soit un chouille plus précis, plus détaillé, en fait. Quel type de personnage, en fait, j'aimerais jouer dans ce contexte-là? Quel type de... Alors, moi, je serais plus, dans ce contexte, je serais plus rôdeur, tu vois. OK. J'aurais plus tendance à jouer un rôdeur, un ranger, parce que je trouve que c'est, surtout quand on est dans un contexte comme ça, un petit peu d'exploration de nouveaux mondes inconnus, c'est le type de personnage qui est un peu couteau suisse, tu vois. Qui est un petit peu combattant, un peu lanceur de sorts, qui a ce qu'il faut pour survivre, pour se trouver de la nourriture, de l'eau, et qui en même temps, tu vois, peut garder l'esprit suffisamment ouvert pour avoir affaire peut-être à des civilisations étranges. Donc moi j'aime, en plus j'aime bien le rôdeur, le ranger, c'est une classe que j'ai toujours beaucoup appréciée. Pour moi, Torgal, c'est une espèce de ranger, tu vois. Ouais, définitivement. De rôdeur avec son arc, très respectueux de la nature, d'autrui, etc. Donc voilà, moi je partirais plus sur un rôdeur. Vu ce que tu me décris, je jouerais ça, je prendrais un rôdeur. Parfait. Et un humain? Autre Alors, chose? Un humain. OK. Ben oui, classique, très bon, très classique rôdeur. Ben c'est bien parfait, écoute. Ouais, parce que je trouve que souvent, en tout cas les joueurs que j'ai autour de moi depuis des années, jouent souvent les races de personnages comme des pseudo-humains en fait. Alors qu'en réalité, ça devrait être différent. Tu vois, un elfe, ça a une espérance de vie de X siècles. Donc forcément, ça appréhende le passage du temps d'une façon différente d'un humain. Donc ça mériterait d'être joué différemment. Et c'est pas évident à appréhender, tu vois. De se donner le temps moi par exemple si je jouais un elfe et que j'étais dans un groupe d'aventuriers, je les rendrais dingues, je pense, hein. Parce qu'à chaque fois à chaque fois qu'ils seraient pressés de faire quelque chose, je leur dirais mais non, mais pourquoi vous vous pressez comme ça? Attendons, ce magicien n'est qu'un humain, dans 30 ans il sera mort. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais vois-tu, c'est là que ça devient intéressant, le côté, je pense, OSR, où est-ce que l'elfe va être une classe à part entière, donc il va avoir vraiment son espèce en anglais, on va dire un package deal. Là, il y a vraiment son contexte à lui, puis c'est très à lui que personne d'autre va avoir autour de lui. Là, c'est ça qui est particulier. Cool. Hey, merci Wari. Merci. Ma foi, merci à toi. Ben, pour vrai, je suis vraiment content de t'avoir eu à monter le niveau. Ça a été vraiment agréable, super intéressant de t'écouter parler. Puis si jamais j'ai l'occasion, ben, c'est sûr que je vais te réinviter à une saison 2 si jamais je la fais. Là, c'est sûr et certain. Plaisir. Écoute, très grand plaisir. Oui. Pour les personnes qui nous écoutent présentement à la maison, j'étais accompagné cette semaine de Wari Benkera qui a sa chaîne Jeux de rôle Passion. Je vous conseille fortement d'aller voir ça. Je vais mettre le lien, encore une fois, en dessous de la vidéo, qui est venu me parler vraiment de plein de sujets que je suis vraiment content de voir, surtout Into the Unknown. Moi, je vais aller voir ça aussi. Puis si jamais j'ai l'occasion, je vais aussi mettre le lien et peut-être même en parler sur la chaîne. Qui sait, ça pourrait être intéressant d'avoir un échange là-dessus. Donc, merci encore à toi. Merci aux personnes qui nous écoutent à la maison. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Commentez, likez, allez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Allez vous abonner aussi à la chaîne de Wari. C'est sûr et certain. Le but, c'est aussi ça aussi, c'est de montrer les chaînes de nos compatriotes rôlistes. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Bye! Un grand merci et à une prochaine fois.